Alors, messieurs, bonjour. Alors, nous allons passer je crois, au deuxième chapitre, à la deuxième leçon. Comme je disais, hier, nous avons fait un peu présenter le cadre général. Nous avons parlé de l'énergie elle-même en partant par l'historique. C'est bon. Et puis, nous avons peut-être fini par les enjeux liés donc à cette énergie marine renouvelable. Donc, nous avons un enjeu environnemental, un enjeu socio-économique, un enjeu de mixte énergétique. Et aujourd'hui, je pense que nous allons parler de ces formes même d'énergie marine renouvelable. Nous allons parler des formes d'énergie marine renouvelable. J'arrive à la diapo rapidement. Sinon, voilà. Je pense aujourd'hui à beaucoup plus voir les formes. Et puis bon, après les formes, je pense qu'on aura peut-être une dernière leçon avant vos travaux. Et puis bon, ça sera bon. Normalement, je pense que le cours d'aujourd'hui aussi ne doit pas être trop long. Alors, donc on parle aujourd'hui, on va parler des différentes technologies marines renouvelables. Donc, quand on parle d'énergie marine renouvelable, quelles sont les différentes technologies? C'est vrai, la source commune, elle est marine, mais à la fin, elle se fait comment? Est-ce que c'est le vent, c'est l'eau? Et puis même quand c'est l'eau, au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on va utiliser qui va être cette source-là? C'est la marée, c'est le courant, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir voir ça. Vous m'entendez? Monsieur. D'accord. Je vous entends. Alors, bon, les là, habituels. Alors, donc, on va donc présenter les grandes familles de technologies et puis donner le principe général de calcul du potentiel énergétique marin. Et je pense que peut-être c'est le premier objectif qu'on verra aujourd'hui. Le second, on verra, je pense que la semaine prochaine, et puis on va passer, je pense, un dernier coup. Normalement, c'est sur 4 séances, mais je pense qu'avec 3 séances, on pourra finir notre travail. Alors, donc, à l'issue de ce cours, bien entendu, être capable de donner les différentes énergies renouvelables, leurs sources, leur mode de fonctionnement, ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis de donner les différentes étapes d'évaluation du potentiel technico-économique d'un gisement. Alors, les grandes familles, le bilan, et puis évaluation du potentiel. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, donc il existe donc plusieurs types de technologies marines renouvelables. D'accord, et elles peuvent donc utiliser la force du vent, le courant, je l'ai dit, la houle ou les différences de température. Donc, on le verra. Et à chaque type de... Professeur, ça ne déroule pas, on dirait. Ça ne déroule pas. Je vais voir l'informatique. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous ne voyez pas la diapo? Non, non, ça ne déroule pas. On ne déroule pas? Oui, oui. On est toujours sur la leçon de différentes technologies marines renouvelables.
D'accord. Pour l'USB, voilà. Oui. Est-ce que je vais prendre C'est pas comme. on était où? Laisse. Alors, on revient en arrière. Alors, on était ici, n'est-ce pas, au niveau de l'introduction. Ça va, vous m'entendez? Allô? Oui, professeur, nous sommes là. D'accord. Donc, on était à l'introduction et on disait tantôt qu'on allait donner les différents types d'énergie marine renouvelable et que chaque énergie, normalement, était liée ou bien était sujet à une technologie. C'est bon? Alors, ça défile chez vous? Oui, monsieur, oui, monsieur. Chez moi, ça ne défile pas. On a su objectif du cours. Oui, objectif du coup, je veux faire passer, mais ça ne bouge pas. Bon, je pense que avec ça va pouvoir passer. Voilà, ça passe. Ça passe. Planche du cours. D'accord. On avait fini l'introduction. Donc, normalement, on se retrouve maintenant à la première grande famille, la grande famille de technologie d'énergie marine renouvelable. Nous avons ici l'énergie éolienne en mer. Donc, je l'ai dit, il y a l'énergie éolienne sur terre et nous avons aussi l'énergie éolienne en mer. Donc, l'énergie transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis grâce à un aérogénérateur en énergie électrique. Donc, il y a le principe. Le principe, c'est que le vent va exercer une force sur les hélices, comme on le dit, de l'éolienne, et elle va se mettre en mouvement. Donc, ce mouvement va entraîner le moteur et puis la rotation, bien entendu, va permettre de produire l'électricité. Il y a donc l'aérogénérateur. Et dans cette grande famille, on a deux types d'éoliennes. C'est bon, en mer, on a deux types d'éoliennes, l'éolienne posée et l'éolienne flottante. Donc, on va avoir l'éolienne qui est fixée au sol, mais il y a l'éolienne aussi qui n'est pas fixée au sol. Il y a l'éolienne aussi qui n'est pas fixée au sol. Donc, on a ici, vous voyez la diapo? Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Alors, si je suis rapide, vous m'interrompez. On va. Alors, nous avons
l'éolienne posée et puis je le disais tantôt, l'éolienne flottante. Donc, l'éolienne posée est celle qui est plus avancée en matière de technologie, en matière d'utilisation. Donc, elle est plus mature. Sa technologie est beaucoup plus maîtrisée et elle est beaucoup plus utilisée. Donc, l'ouvrage va jusqu'à toucher le fond marin. C'est bon, comme vous le voyez sur l'image de gauche, vous voyez que l'ouvrage va jusque dans le fond, c'est posé sur le fond marin. C'est ce pour lequel on parle d'éolienne posée, c'est fixé sur le fond marin. Et puis, elle est installée et celle-là, le plus souvent, vous allez voir que les éoliennes posées ne sont pas au large, ne sont pas dans les eaux profondes. C'est bon parce qu'il faut aller jusqu'au poser ça sur le fond. Or, si on veut poser sur le fond, il ne faut pas être vraiment au large, au milieu. Donc, c'est ces caractéristiques-là. Elle est mature, c'est-à-dire sa technologie est assez maîtrisée. Elle est au niveau, son support se fixe sur le fond marin et puis elle se situe au niveau en eau profonde. Donc, vous voyez, entre 40 et 50 mètres de profondeur. Alors, même parmi ces éoliennes posées, on a plusieurs types. Vous voyez celui avec un pied mince qui est le monopied. Et puis ensuite, on a jacket où on a, je crois, 2, 4. Et puis, on a le béton gravitaire dont la base est un peu plus lourde, un peu plus solide. Alors, à côté donc de cette éolienne posée, nous avons l'éolienne flottante. Alors, cette éolienne flottante, contrairement à l'éolienne posée, elle est encore au stade de prototype. Elle est encore au stade de prototype. Les tubules, donc ici, au contraire de l'autre, la base même ne sera pas fixée, mais c'est plutôt des câbles qui vont rattacher, si une base il y a, qui vont rattacher cette base-là au fond marin. C'est bon? Donc, les turbines sont solidaires d'un support flottant à la surface de l'eau. Donc, la base est flottante, mais sauf que les bords de cette base-là sont fixés à des câbles sous-marins. Donc, on a encore les mêmes trois qui sont représentés de l'autre côté, le monopieux qui est flottant, le jacket qui est flottant, et puis aussi le béton gravitaire qui est flottant aussi. Donc, celui-là, il est au stade prototype. Donc, c'était le premier groupe. Après, donc, ce premier groupe, on a les énergies hydroliennes, l'énergie hydrolienne. Donc, l'énergie hydrolienne, elle est donc produite à partir d'un courant marin. Ça va? Donc, ici, l'autre, c'est le vent. Et ici, ce sont les courants marins. Donc, particulièrement ces courants marins-là qui sont concentrés donc vers les côtes. On peut comparer une hydrolienne à une éolienne sous-marine. Bon, donc, on va le voir. On a les éoliennes qu'on a, mais sauf que ici, elle est sous l'eau. Donc, ailleurs, c'est le vent qui fait tourner les turbines, mais sauf qu'ici, ça sera plutôt le courant, l'eau qui va faire tourner les turbines. Donc, c'est pour lequel on dit qu'on peut la comparer à une hydrolienne sous l'eau. Donc, utilise le courant marin et le plus souvent concentré près des côtes. Alors, son principe, donc, elle va utiliser bien entendu l'énergie cinétique, donc des courants marins qui sont issus des marées. Donc, en fonction des marées vont générer des courants et ces courants-là vont être utilisés pour faire tourner les turbines. Ça va? Donc, plus le courant marin est fort, c'est évident, plus elle va produire assez d'électricité, cette turbine-là. Ou bien, l'hydrolienne va produire plus de courant. Alors, on en a plusieurs types aussi. L'hydrolienne à axe horizontal, axe vertical, hydropète auxiliaire, et puis turbine à effet venturé. Donc, on va voir aussi tout ça.
C'est bon? Mais monsieur, s'il vous plaît, Oui. entre énergie hydrique et puis énergie hydrolienne, quelle est la différence? L'énergie hydrique, c'est carrément tout le système. Quand on parle d'énergie hydrique, on va parler de peut-être le courant d'électricité produit à partir de, comment on appelle, l'électricité qu'on a ici. Ça va? Il y a beaucoup. Professeur, c'est hydraulique, mais c'est hydrique. Hydrique. Ouais, c'est vrai, il va me fatiguer, c'est plus hydraulique, il pensé hydraulique, hein, énergie hydraulique. Ce sont des termes hydriques qu'on utilise parce que on me dit, acide hydrique, ça va faire allusion à ce qui est plus l'eau, mais je ne sais pas si ce terme-là pour parler d'énergie hydrique existe. Tu vas faire D'accord, monsieur. sur Colin Messi. J'étais en train d'expliquer des choses alors que je n'avais pas bien saisi le thème, ce qu'il avait dit. C'est plutôt que l'énergie hydraulique, pas hydrique. Ça va, hydrique, c'est tout ce qui fait allusion à l'eau. C'est vrai qu'ici, nous sommes tous dans l'eau. C'est bon? Donc, Monsieur. je veux juste revenir à ton truc, si on corrige l'énergie hydraulique, c'est plutôt, tu vois, vous allez voir que le système, il est carrément différent. Et puis, ce système-là ici, quand toi-même tu entends, quand on fait le cours, quelle est la différence? Comment il s'appelle? Voici, Voici. monsieur. Dis-moi, moi, je te retourne la question. Par rapport au cours, où on se situe? L'énergie hydraulique dont on parle qui produit de l'électricité qu'on connaît. Quelle est la différence entre ce dont nous parlons actuellement? Monsieur, ce dont nous parlons là, c'est un système qui est un peu comme l'éolienne. Oui, mais quand on parle de lieu de production, C'est toujours dans l'eau. oui, mais Koné, tu peux nous aider si ça n'existe pas. Quand on parle d'endroit, le lieu où cette énergie est produite. Moi, je pense que l'énergie hydraulique, c'est plus ou moins c'est avec la force de l'eau, en fait. Oui, je suis d'accord. Tout ça, Voilà. Dans les centrales hydroélectriques. Oui. C'est dans les centrales hydroélectriques qu'on parle d'énergie hydraulique. Maintenant, je veux que lui, il revienne, qu'il se retrouve dans le contexte du cours. Or, le contexte du cours, quel est le milieu de production de nos énergies? Voilà. Le lieu de production, c'est la mer, en fait. Voilà. C'est dans la mer, en fait. Merci, c'est à ça que je voulais qu'il Ok. revienne à ça. C'est vrai, il peut avoir des principes identiques, mais l'autre, c'est sur le continent. Ça va? Alors qu'ici, nous parlons des énergies marines renouvelables. D'accord, monsieur. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue ces deux milieux-là. Donc, je disais que nous avons l'énergie hydrolienne à axe horizontal, hydrolienne à axe vertical, auxiliatoire et puis à effet Venturi. Donc, nous allons parler. Alors, les deux premiers, l'hydrolienne à axe horizontal. C'est bon? Donc, vous voyez l'axe horizontal dont on parle. Vous voyez ce... Malheureusement, bon, j'espère que je vais pouvoir... À axe horizontal, c'est-à-dire qu'il y a l'axe des hélices qui est parallèle au fond marin, en fait. Voilà. Et je cherchais la souris, juste le pointeur laser. Voilà. Donc ici, vous voyez que l'axe est là. Voici l'axe. Il est horizontal, donc il est parallèle, comme on le dit, au sol. C'est bon? Donc, vous le voyez. C'est bon. C'est l'eau. Dans cette image, on a deux modèles. Hein. On a un schéma et puis on a un modèle réel avec des hélices. C'est vrai qu'il y a juste une petite différence autour de l'hélice. Il y a un cercle, mais c'est le même principe. Il y a plusieurs, il va y avoir quand même plusieurs modèles. Donc, on l'a ici. Il est décrit plus ou moins. On essaie, vous avez une échelle humaine qui vous donne un peu la taille. C'est bon? Vous voyez ici, on a une échelle humaine. Ça va? Où voyez le curseur? Vous le voyez? Vous êtes là, les gars? Oui, monsieur, on voit. Voilà. Ouais, nous sommes là. Donc ici aussi, c'est vrai que même les éoliennes terrestres aussi, elles sont grandes. Hein.
Mais ici aussi, on vous donne quand même une idée d'une turbine, d'une éolienne à axe horizontal, de la taille d'une éolienne. Et de l'autre côté, on a un truc quasiment réel qui est là. Alors, l'hydrogène à axe vertical, vous voyez que c'est le contraire. Ici, l'axe, il est plutôt vertical, contrairement à l'axe. Il est perpendiculaire à la surface. L'axe est perpendiculaire à la surface. Et vous voyez qu'il tourne dans ce sens-là. Dans le sens, il tourne autour de l'axe vertical. De l'autre côté, il tourne, les hélices tournent autour de l'axe qui est horizontal. Et on a des schémas. Ici, on a plusieurs types. On a le schéma. Et puis, on a un type ici aussi. C'est bon? On a la surface de l'eau qui est là. Et évidemment, quelquefois, pour certains, sont placés quand même, ce n'est pas en eau trop profonde aussi. C'est bon? On va placer en eau trop profonde. Alors, après ce type, nous avons l'hydroptère oscillatoire. Donc, vous le voyez, on le voit. J'aime bien ça parce que les dessins permettent, avec les schémas, on le voit mieux. De l'autre côté, on a l'oscillatoire. On a des mouvements verticaux. C'est comme si nous avons une pédale. Vous voyez, c'est bon? Une pédale et on a des mouvements verticaux. Le courant va faire que la pédale va monter, va redescendre. Les ailes vont monter et vont redescendre. Et puis, alors ce mouvement-là, l'eau va permettre de faire monter ces pédales. En montant, en descendant, ça va actionner. Donc, le vérin que nous avons sera actionné. Il y a le générateur en bas et il va produire de l'électricité. Donc, il y a ce prototype-là qui est là aussi, qui est l'hydroptère oscillatoire. Ensuite, nous avons l'effet Venturi. Il ressemble un tout petit peu à qui? À quel premier qu'on a vu? Monsieur? L'éolienne à axe horizontal. Voilà, il ressemble un peu à l'éolienne à l'axe horizontal, sauf qu'ici, il y a beaucoup plus d'hélices concentrées. Donc, on a cet effet Venturi-là qui va permettre à la turbine de tourner. Donc, tout ça, c'est... Ça ressemble un peu plus au système qui est utilisé dans les barrages hydrauélectriques. Voilà. Avec des pales resserrées. Là. Avec donc, vous voyez que en fonction, c'est vrai qu'ils sont en train d'être développés. À la fin, quand ça va, c'est utilisé un peu déjà, hein, c'est déjà utilisé. C'est déjà utilisé, mais vraiment pratiquement pas chez nous autres, mais en Europe, les gens l'utilisent et ils regardent en fonction de... Parce que on a chaque eau, bien entendu aussi, a certaines caractéristiques. Et en fonction des caractéristiques du courant, de la durée du courant, de la direction et tout, chaque pays, bien chaque truc utilise le système qui lui permet d'avoir le maximum d'électricité et d'énergie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, par exemple, le système Venturi, il est joli, ou bien le système hydropète oscillatoire, le schéma, il est tout beau, donc on le met là. Non, ça dépend des caractéristiques du fond marin, des caractéristiques du courant d'eau qui est utilisé, de la force en général qui est mesurée habituellement. Donc, chacun pourra utiliser le système qui va l'arranger à produire le plus d'électricité. Et je le dis, ces systèmes-là, ils sont déjà utilisés. Vous voyez sur le schéma où c'est mis EDF, vous voyez que c'est des schémas à des fonds, on a deux. Vous voyez bien le schéma sur la droite, on en a deux. Et vous allez voir que peut-être sur toute une distance comme ça, ils en ont plusieurs qui sont là, comme c'est fait. Ça va? Vous voyez ici. On en a plusieurs. On a un ici, on a un deuxième. Et vous allez voir que sur une distance, il y en a plusieurs qui sont connectés, qui vont pouvoir amener l'électricité produite au niveau du continent. Alors, donc, on a vu l'énergie liée au vent, l'énergie liée au courant, et maintenant, on va voir l'énergie liée à la marée. Parce que tout ça aussi, je pense qu'avec
C'est qui ça? Docteur Diakouré Sandrine, vous avez pu parler de tous ces éléments, n'est-ce pas? Oui, professeur. Oui, monsieur, oui, monsieur. Marée ou vague, tout ça, vous avez bien fait la différence, vous avez parlé de ça. Donc ici, voici ce que chacun peut apporter. Donc le premier, c'est le vent. On a vu le courant et maintenant la marée. La marée qui est une différence. Bon, ça, je pense à monsieur Koné, on ne va pas trop enseigner ça. C'est beaucoup. Non, monsieur Koné. Si. Si, la marée, ça va. La marée, le vent, tout ça. Je n'avais pas besoin de vous demander même. Peut-être même arriver à ce niveau de cours, mais à vous, je dois demander d'expliquer. C'est ça. D'accord. Donc, ici, on dit, elle va bien entendu consister à profiter avec la marée. Il va avoir de l'eau qui va rentrer dans le système. Quand la marée va monter, quand elle va baisser, l'eau va ressortir, le reflux, ou alternativement remplir ou bien vider le bassin de retenue. Donc, ça va permettre de faire les mouvements en remplissant et en sortant. Ces mouvements-là vont permettre de faire tourner la turbine qui est incorporée. Donc, ici, c'est comme un système de barrage, pratiquement comme les autres barrages aussi. Donc, déjà, sans arriver au fond, on voit déjà que ces systèmes-là doivent être très coûteux, n'est-ce pas? Monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, sans même aller ici, c'est comme si on avait pratiquement un barrage électrique, n'est-ce pas, monsieur Koné, monsieur Kwasi? Oui. Si, ça ressemble tout comme ça, Voilà. Donc, c'est clair que ce sont des éléments qui doivent être plus coûteux que les deux premiers, où il faut installer des turbines et autres. Donc, c'est pratiquement un système d'énergie, de barrage hydroélectrique qui est là, mais ici, c'est plutôt on va le poser dans l'eau, au niveau de la mer, et encore ici, pas trop en eau profonde. Et à partir de là, on va pouvoir produire de l'électricité à partir donc de cette différence de marée-là. La problématique avec les histoires de profondeur, c'est parce que voilà, s'ils mettent trop ça en eau très profonde, ce sera très difficile pour faire les maintenances ou pour la récupération de les maintenances. Oui, ça c'est clair même. Voilà. Récupérer, d'abord, il y a la distance pour amener ça sur terre, et puis comme tu l'as dit, la maintenance, tout le système même, la construction du système même, ça va demander d'abord beaucoup de fonds. Beaucoup. Ça, c'est la première des choses. Et puis, comme tu l'as dit, étant en mer là-bas, il y a, non seulement on sera en mer, il y aura la maintenance, mais il y aura encore la distance pour ramener l'électricité produite sur le continent. C'est ça très compliqué. Voilà. Mais n'empêche que les gens continuent toujours de travailler dans le but même de l'améliorer. Alors, donc, on a vu, c'était plutôt la marée. Et maintenant, on va voir l'utilisation de la houle. D'abord, l'utilisation de la houle pour produire de l'énergie. Donc, on a vu l'utilisation du vent, l'utilisation du courant, de la marée. Et maintenant, on va parler de la houle. Voici. Oui, monsieur. Après le coup de docteur Sandrine Diakouré, parle-moi un peu de la houle. Monsieur, la houle, c'est le mouvement des vagues sur l'eau. Monsieur Koné. Mais la houle, en fait, la houle est un peu différente des vagues. Parce que la houle, un peu, c'est l'action du vent sur la surface de la mer, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais dans les vagues, cela est dû plus ou moins à la rotation de la Terre qui provoque des mouvements de la colonne d'eau qui vient généralement se déverser sur le littoral. D'accord. Alors, donc, M. Kwasi, pour résumer un peu dans le jargon, quelquefois, quand on dit, pour résumer un peu ce que M. Koné a dit, a donné
ce qui crée les sources, hein, ce qui crée et la vague et la houle. Mais simplement, quelquefois, on va dire simplement que la houle ne déferle pas et puis la vague déferle. Quelquefois. C'est bon? La houle, on va avoir le mouvement ondulatoire qui est lié au vent, comme a dit M. Koné, et puis de l'autre côté, avec tout ce qui est participation de la rotation de la Terre ou cette houle-là, et ayant un obstacle qui est le continent qui approche, puisque les fonds vont commencer à diminuer, en ce moment, cette houle-là, cette vague-là, elle va déferler. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, elle est l'énergie mécanique des vagues et de la houle formée par l'effet du vent soufflant sur la surface de l'océan. En principe, ce dispositif renferme un système de poids, bon, on ne va pas rentrer, qui va osciller avec les phénomènes de la houle, remplissant puis vidant alternativement des pompes hydrauliques, ce qui a pour effet final de charger des accumulateurs à haute pression et d'entraîner des générateurs d'électricité. Plusieurs grandes familles, le système à déferlement, le système à colonne d'eau oscillante et le système, il y a un quatrième système, mais malheureusement, je vais bien regarder la diapo, je ne sais pas comment c'est fait, mais ça a coupé la diapo, laissez-moi regarder ici, je vais l'appeler du quatrième là. Ce n'est pas le système immergé. Ouais. Voilà. Bien entendu, le système immergé. Donc, on a ces systèmes-là. Et ces systèmes-là, ils vont tous utiliser, bien entendu, comme on l'a dit, vague, houle, mais de plusieurs manières. Le système à déferlement, lui, bien entendu, c'est, quand on parle de déferlement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va principalement, à quel thème on va faire allusion entre la vague et puis la houle, quand on parle de système à déferlement? C'est la vague, puisque c'est les vagues qui déferlent sur le niveau. Voilà, donc c'est la vague qui serait utilisée. Le système à colonne d'eau oscillante. Bon, moi, normalement, c'est, comment dirais-je, la houle, puisque avec ces mouvements de montée et de descente, les systèmes à flotteur en surface, pratiquement la même chose, la houle et puis le système immergé. Et ça, je pense que ça sera beaucoup plus une affaire de la vague. Alors, on va voir. La fatigue, on a perdu le pointeur là. Je suis obligé de me déplacer à chaque fois. Alors, le système à déferlement, vous le voyez, on a tout un schéma. On a le système à déferlement. Donc, vous voyez sur le schéma, c'est tout un dispositif. Et quand vous voyez ce dispositif déjà, bon, on espère que nous autres, nous pourrons le faire une année parce qu'on voit déjà que c'est des systèmes qui ont l'air assez coûteux. Déjà, vous voyez tout ce système. On a la mer, ici, l'eau. On a le flux d'air qui va venir par rapport au déferlement, la turbine, le tube à air, la turbine à hélice, ainsi de suite. Donc, vous aurez le temps de bien regarder. Et puis, l'électricité sera produite à partir donc, de cette turbine qui est là. Et l'électricité va être ramenée à partir de là sur le continent. Donc, vous avez ici tous ces systèmes-là. La turbine ici qui va tourner en fonction des vagues. Vous voyez les vagues ici. Quand on a la montée des vagues, elle est là, les vagues viennent, ça frappe. Il y a de l'eau qui vient et qui va rentrer ici et qui va faire tourner la turbine. Et la turbine en rotation, en train de mouvement, va produire donc de l'énergie. Le système à colonne d'eau oscillante. Donc, comme on l'a dit, elle va monter ici. On a la descente. Donc, l'eau, quand ça monte, l'eau va monter. Et donc, on a ici l'air qui sera refoulé, l'air qui rentre, ainsi de suite. Donc, c'est ces mêmes mouvements-là qui vont actionner des pistons, comme on le dit ici, avec une turbine. Et elle va produire aussi de l'électricité. Donc, ce n'est pas... Ici, c'est beaucoup plus de connaître. Quand vous irez, peut-être la personne qui va le travailler en profondeur plus tard, qui va faire quelque chose, verra après, plus tard, en fonction des caractéristiques de la zone, comme je l'ai dit, on a plusieurs types, mais c'est en fonction des caractéristiques que des études sont faites pour les mesures des types de vagues, la hauteur maximale de vague, le courant maximal, la vitesse maximale du courant, la direction du courant. C'est tous ces éléments-là qui seront mis en compte
pour voir quel est le dispositif qui est le plus adéquat pour la zone où nous voulons placer, comment dirais-je, ce dispositif. Ensuite, nous avons le système à flotteur en surface et puis le système immergé. Donc, vous voyez le système à flotteur en surface, il est ici. Et à l'intérieur, le mouvement de flottaison qui vont faire qu'à un certain moment, il va s'incliner puisque nous voyons, vous voyez la houle qui est un mouvement oscillatoire, n'est-ce pas? Donc, à partir donc de ce mouvement oscillatoire-là, on voit le système va bouger et le système en bougeant va actionner des pompes. Ça va actionner des pompes et ces pompes-là vont donc pouvoir générer de l'électricité. Ici aussi, on nous a mis une idée, une échelle ici. Vous voyez bien l'échelle, non? La taille de... C'est bon? Voilà. Donc, vous voyez la taille de l'homme. Et ensuite, nous avons à côté le système immergé. Le système immergé qui est carrément, le système est carrément pratiquement dans l'eau. On a juste le flotteur qui est là. Et puis ici, on dit immergé parce que quand même une bonne partie, elle est flottante parce qu'une bonne partie est au-dessus. Ici, elle est carrément, le système est carrément immergé, plongé dans l'eau. Et on a juste un flotteur qui est à l'extérieur. Alors donc, nous l'avons ici, ce qui est du mouvement. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure sont liés à des paramètres de l'eau, mais plus des paramètres physiques. Comme on le dit, on a le mouvement de l'eau. Je vous entends plus, vous êtes là? Monsieur, nous sommes là. D'accord. Oui, nous sommes là. Là, ça va faire comme si j'étais assis tout seul là, comme le seul fou qui est là, je suis en train de parler seul devant la salle. Heureusement, vous êtes là. Alors, donc, on a le courant qui va utiliser, qui est mécanique. On a le vent, on a la houle, les vagues. Et maintenant, le prochain, ça sera plutôt la chaleur. Ça va, qui va être utilisée. Elle est l'énergie exploitable grâce à la différence de température des océans entre les eaux de surface, principalement dans les eaux tropicales, et les eaux profondes, beaucoup plus froides. Donc, il y a une différence de température entre les eaux de surface qui sont chaudes et les eaux profondes froides. Donc, c'est cette différence de température-là qui va être utilisée par donc, ce système-là, qui est l'énergie thermique marine ou énergie marine thermique. Alors, on peut parler ici de les thermoclines, c'est ça? Oui, effectivement, la thermocline, c'est la thermocline, elle va permettre de connaître les niveaux des différentes températures. Et puis, quand on aura donc nos thermoclines, on aura la partie où la température va changer significativement. Donc, moi, vous connaissez, c'est bon d'être comment dire, c'est bon, ça ne m'étonne pas, c'est un peu ton milieu. Non, monsieur Kwasi. Monsieur. Voilà, il faut, de temps en temps aussi, il faut avoir ces notions-là, c'est bon. Et je pense que tout ça, là, vous l'avez fait. Moi, je ne reviens pas trop dessus parce que c'est des choses qui sont censées être vues avec Dr. Diakouré. Bon, en matière de chimie, c'est beaucoup plus avec Dr. Kwame Aketou-Lazare. Donc, effectivement, ici, on aura la thermocline. Donc, l'eau de mer de surface est pompée vers un évaporateur sous vide. La vapeur d'eau produite actionne donc une turbine couplée à un alternateur. La vapeur passe ensuite dans un condensateur où elle revient à l'état liquide au contact de l'eau froide des fonds. C'est bon? Donc, on aura trois types. Le cycle, les énergies marines, les énergies thermiques marines, en cycle ouvert, en cycle fermé et puis en cycle hybride. On va juste montrer des exemples. Donc, on a le type ouvert, le type fermé ici.
vous le voyez ouvert ici. On a ce système-là qui vient là. Par contre, ici, il n'y a pas de connexion entre le rejet, le système qui est ici et le système qui est en bas. On voit qu'il est ouvert. Alors qu'ici, ce système-là, il y a un contact. Donc, le système, il tourne, c'est fermé. C'est bon? Vous aurez le temps de regarder un peu si vous faites la recherche de roi dans le, comme on appelle, de voir dans le détail. Alors, le système hybride au circuit fermé, on va donc suspendre une étape supplémentaire produisant de l'eau douce à partir du second cycle. Donc, bon, ça, je ne vais pas, comme je le dis, c'est le système en général qui m'intéresse, c'est de savoir telle énergie, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est, comment dirais-je, prototype, tout ce qui est mécanisme, ce détail-là, ce n'est pas trop de notre soin, mais nous, l'importance pour le moment, c'est de savoir quel est l'élément au niveau de l'eau qui est utilisé. On a vu le vent, quel type, la marée, quel type, la vague, quel type. Et ici, c'est plutôt la différence de température d'eau. Et cette différence de température d'eau-là nous permet d'avoir des mécanismes, des systèmes qui vont donc produire. Donc, on a vu les autres, la température. Et là, maintenant, la pression. Elle est basée sur la différence de salinité entre les fleuves et les océans au niveau des estuaires pour produire de l'électricité. Donc, je parlais de pression, mais plutôt la salinité. Donc, ici, ça sera la différence de salinité entre l'eau du fleuve qui va arriver et l'océan qui a, vous savez, au niveau des estuaires, on va avoir l'eau des fleuves, ou bien l'eau du continent qui va arriver et par les estuaires ou les embouchures et autres vont se jeter au niveau de la mer, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'à ces niveaux-là, l'eau du continent est moins salée que l'eau de mer. Donc, à ce niveau-là, il va y avoir une différence de salinité. Et c'est cette différence de salinité que va utiliser le système d'énergie osmotique. Donc, afin de produire de l'énergie osmotique, on installe une membrane semi-perméable en contact avec de l'eau douce sur une face de l'eau, de mer sur l'autre face. Elle est donc soumise à une pression dite osmotique. Donc, une membrane, de l'autre côté, on a l'eau qui vient moins salée, de l'autre côté, on a de l'eau de mer qui est plus salée. Donc, il va y avoir donc, cette pression-là qui va être créée, qui va servir à donc, générer de l'électricité. Alors, chers amis, comme je le dis, sans trop rentrer dans le système, dans le mécanisme, vous avez perçu le type d'élément de l'eau, quel est le type d'énergie qui est produite. Allô? Oui, monsieur. Oui, on vous entend. On peut continuer. En fait, c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas parler. On vous écoute. Non, en fait, ce que j'aimerais que vous puissiez surtout rester, c'est comme je l'ai dit, au niveau de l'océan, quel est le paramètre océanique qui permet de produire tel type d'électricité? À ce niveau, déjà, c'est déjà bon. Parce que quand on connaît le paramètre, en ce moment, si c'est une carte, on cherche à définir une certaine zone, parce que ça sera ça aussi. On veut faire, par exemple, de l'énergie, quelqu'un qui veut utiliser de l'énergie osmotique. C'est juste un exemple, hein, ça va. Et on vous demande, on veut avoir où est-ce qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir cette énergie. Et vous dites à cet opérateur-là, bon, pour que je fasse le travail, j'aurai besoin d'obtenir des cartes de courant de l'océan ou bien des cartes de courant, des cartes du niveau de vague. Est-ce que c'est correct? C'est correct, ouais. Mais professeur, je pense que c'est le type qu'on a ici, là. Oui, l'énergie osmotique, là. Oui. Est-ce que ce ne sera pas plus intéressant dans les pays froids, les pays où vraiment on a un taux de salinité vraiment élevé? Vous voyez qu'au début, qu'est-ce que j'ai dit au début? Au début, je vous ai dit, il y a beaucoup de systèmes. Mais tous les systèmes, on ne les place pas partout. Ça dépend des caractéristiques. Et c'est de quoi je viens de parler. Il faut qu'on puisse savoir que dans un pays où on a une véritable différence de salinité entre l'océan et la mer, c'est encore plus intéressant que de le mettre dans un endroit où la différence de salinité ne permet pas
d'avoir assez d'électricité. Vous voyez que ce n'est pas correct là. Donc, mais je reviens sur la question que je posais. Apparemment, vous n'avez pas bien saisi. Je demandais, si vous êtes un spécialiste et il y a quelqu'un qui veut poser, qui cherche un endroit, qui demande s'il peut placer ce dispositif pour avoir de l'énergie osmotique. Vous me suivez? Et il demande qu'est-ce qu'il vous faut pour définir cette zone. Et vous lui dites, comme je suis spécialiste pour définir, il faut que je sache, il me faut une carte ou bien une donnée satellitaire, une carte qui me donne la marée ou les vagues. Est-ce que ce que ce monsieur a dit est correct ou pas? C'est faux. Pour moi, à mon avis, c'est faux. On n'a pas besoin, ça ne va pas trop nous servir puisque on demande la salinité. Prends en compte voilà, le taux de salinité, c'est-à-dire puis de voir aussi la configuration du littoral. Est-ce qu'il y a des fleuves qui se déversent directement dans la mer? On a dit dès le départ, on a dit des estuaires. Donc, vous voyez que à ces endroits, c'est des estuaires, des deltas. Mais comme il a dit, ce ne sont pas des données, ce n'est pas une image, ce ne sont pas des données de vagues qu'on va chercher, mais c'est plutôt des données de salinité. Ça. Donc, en fait, c'est ça la différence quand vous êtes spécialiste en télédétection, ou vous êtes ingénieur en général, ingénieur de conception, ou bien chercheur, c'est ça la différence. Vous n'êtes pas un technicien. Quelquefois, il y a des gens qui ont des certificats. Tantôt, j'ai l'habitude de le dire, il y a des personnes qui ont des certificats, il y a des techniciens. Quand tu lui dis, voici ça, voici tu fais ça. Mais vous, c'est de pouvoir trouver la solution à des problèmes. C'est de pouvoir, quand le monsieur vient, il vous donne, vous réfléchissez à ce qu'il faut. Quitte à ce que quand vous finissez de trouver, vous dites au technicien maintenant, voici ce qu'il faut. Lui, il rentre, il ne fait que faire ses manipulations comme un robot. Et je lui disais, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que si je veux faire tel type, on veut utiliser tel type, voici des données. Lui, là, il fait appel à la vague, aux vagues. Lui, il fait appel à la marée. Lui, il fait appel au courant. Lui, il fait appel à la température, ainsi de suite. C'est bon? Donc, oui, monsieur. C'est bon. C'est plutôt... Une minute, s'il vous plaît. On refuse. Oui. L'eau est plus salée lorsque nous sommes en zone froide, non? Pas forcément. Hein. Dans la profondeur. Non, c'est dans la profondeur, je pense. Dans la profondeur, l'eau est plus salée que dans les eaux de surface. Non? Oui, c'est ça. Ça ne dépend pas de la température, la salinité. Si, ça dépend de la température. Tu vois pas les courbes alloclines, les alloclines. Oui. Si, ça va ensemble. Température et salinité. Tu as tué le schéma? Non, le schéma n'est pas... Le schéma est dans le coup, là. Allô? Alors, donc, cher ami, je reviens. Vous êtes là? Oui, monsieur, oui, monsieur. Nous sommes là. Vous êtes tout à l'heure dit, en tant que responsable du laboratoire, là, moi, quand il fait coucher, je ne suis pas à l'aise parce qu'à chaque fois, il faut essayer de gérer certaines choses. Alors, donc, je disais tantôt, vraiment, c'est le principe qui est vraiment important qu'il faudrait que vous arriviez à saisir, c'est le paramètre océanique qui permet de
d'avoir tel type de système de technologie d'énergie marine renouvelable. Et ça, c'est très important. Parce que quelquefois, moi, j'ai eu un étudiant l'année dernière qui a travaillé, peut-être que vous allez l'année surpassée, qui a essayé de voir les zones, qui a pris les éléments. Et je pense que ça va être, vous, un peu votre travail de, comment on appelle ça, d'activité à rendre. Il a son master, il a encore des données de vagues, des données de houle, pour essayer de déterminer les zones du littoral ivoirien qui sont propices pour obtenir de l'énergie houlomotrice ou bien, je pense, marémotrice. Quand je vais voir lequel il a utilisé. Donc, c'était intéressant quand même, parce qu'il a pris plusieurs trucs et il y a un certain intervalle. Parce que pour utiliser un système qui utilise les marées, il faut avoir un certain niveau de marée. Parce que si la différence de marée est très faible, ça ne sert à rien de pouvoir placer ce dispositif-là là-bas. Alors, ici, c'est juste un schéma qui va vous montrer un peu tout ce qu'on a cité. C'est bon? Monsieur. Vous voyez, offshore posé, offshore flottant. On a vu les deux, hydrolienne, l'énergie cinétique, on a thermique, on a houlomotrice flottant, on a osmotique. Donc, il fait un peu le résumé. Ça va des grandes familles que nous avons. Les deux premiers, normalement, sont dans la même famille. Hein. Mais il y a un peu un résumé pour avoir une idée de tout ce qui est énergie marine renouvelable. Alors, la prochaine diapo nous donne le stade de développement, ça va, de chaque énergie. Alors, quand vous regardez, on a recherche et développement en bas sur l'axe je sais pas si c'est l'axe des Y ou bien des ordonnées. Vous le voyez ici. Ici, on a recherche et développement, l'état prototype, recherche et développement, prototype, démonstration, déploiement industriel, exploitation. Ça va? Donc, vous voyez que le osmotique, jusqu'en 2030 par là, on est toujours au niveau de recherche et développement. Ça veut dire que ce n'est pas encore très, très avancé. Faible visibilité sur le développement à court et moyen terme. C'est bon. Ensuite, on a les éoliennes flottantes, houlomotrices et autres. On est dans le système de prototype, démonstration et autres. L'éolienne posée, déploiement industriel, déploiement commercial important, prévisible, ça va. Et puis, marée motrice, c'est exploitable, mais là-bas aussi, il y a des faibles perspectives. Depuis 2010 par là, vous voyez, c'est bon? Monsieur. Depuis 2010 par là, c'est déjà au niveau d'exploitation. Mais bon, les perspectives sont assez faibles, peut-être que le rendement n'est pas assez trop, mais celui qui est un peu important, c'est l'éolienne en mer, l'hydrolienne et autres, tout, investissement et développement de technologie en cours. Et puis l'osmotique, jusqu'à là, il est vraiment encore au stade de recherche et développement. Donc, je vous disais tantôt, il y a certains pays qui commencent à l'utiliser, mais le schéma est là, on vous montre ce qui est plus utilisé, ce qui est très rentable. Mais moi, je pense que comme ça a été le cas des mines, pour ceux qui ont une idée de ce qui est une mine, vous savez que dans les mines, on parle de gîte et gisement. C'est bon? La même quantité, la même entité qui est dans le sol, à un moment donné est appelée gîte et à un moment est appelée gisement. Qui en sait quelque chose pour me dire pourquoi à un moment on appelle ça gîte et à un moment on l'appelle gisement? Je sais que vous n'avez pas fait la journée. C'est ça. C'est quoi? Gîte et gisement. Oui, la même entité qui est dans le sol. Oui, oui. L'entité qui est dans le sol, une certaine profondeur, à un moment donné, on l'appelle
Gîte, on peut l'appeler gîte. Qui peut me dire pourquoi? Ça va nous ramener ici. Parce que bon, nous, en termes, chez les marins, on parle aussi de gîte, on parle de gisement, mais ce n'est pas dans le même sens. Voilà. Nous, légèrement, les gîtes, là, c'est relativement à la position du navire. Mais je crois que ça doit être différent de ce qu'on a ici. D'accord. Donc, j'explique. Le gîte, la même entité, elle existe. Mais quand on calcule les moyens, la technologie, l'argent qu'on va mettre dedans, si on voit que ce n'est pas encore rentable, tant que ce n'est pas rentable, ça reste un gîte. Mais quand on finit de calculer la technologie, l'argent, tout ce qu'on va mettre dedans, et qu'on finit d'exploiter, et on a des énormes bénéfices, ça devient seulement un gisement. Donc, quand on parle de gisement, ça veut dire que c'est exploitable maintenant. Or, on peut l'avoir trouvé, mais on va l'exploiter, mais à perte. C'est bon? Donc, c'est la même chose ici actuellement. Pour le moment, il y a certains qui ne sont pas... on n'a pas la technologie pour rendre ça très exploitable, avoir beaucoup de moyens, avoir beaucoup de l'énergie. Donc, ça reste encore, on parle de science. Vous voyez, l'osmotique actuellement fait visibilité de développement à court et moyen terme. Pour le moment, ils n'ont rien trouvé encore. Donc, ça reste là. Mais dès qu'ils vont trouver, on va sentir que l'argent qu'on va mettre, on va produire assez d'énergie, vous allez voir que ça va, le boom sera lancé. Donc, c'est vraiment à des points pour certains prototypes et autres. Mais dans l'avenir, vous allez voir que c'est des choses qui seront utilisées parce que la technologie et le coût seront maîtrisés. C'est bon? Alors, ici, on a un dernier tableau, un tableau qui va nous donner le stade de développement. Donc, on a l'énergie marine motrice, distance à la côte. Donc, ça donne, vous voyez qu'ici, on a les caractéristiques. C'est bon? On a, vous suivez? Oui, on suit avec vous. Oui, monsieur. Bon, je voulais arrêter l'enregistrement pour reprendre, mais on a fini, on va finir sur cette diapo-là. Et puis, je pense que la semaine prochaine, ça sera le dernier cours. Et puis, moi, je pense qu'au moment du dernier cours, même nous, on va faire notre examen. Comme ce n'est pas trop long, on ne va pas perdre le temps pour donner les notes. Alors, on a l'énergie marémotrice. La distance, elle est à faible distance des côtes. La profondeur, à faible profondeur. Contrainte sur l'environnement, marnage supérieur à 5. Donc, il faut un marnage qui est supérieur à 5 mètres. C'est bon? Est-ce que Adonija, c'est ce qu'il veut dire le marnage? C'est ce que j'ai voulu. Comment ça s'appelle? Quoi, c'est Adonija? Voici. Oui, monsieur. Bon. Kone veut t'expliquer le marnage. Il faut expliquer si tu ne sais pas, lui va t'expliquer. C'est quoi le marnage? S'il pose la question. Okay, le marnage, en fait, c'est l'écart entre la haute marée et la basse marée. C'est pas par exemple, comme ça, on sait que peut-être la basse marée est à 0,20 mètres. Oui. Hein? Maintenant, lorsque la marée monte, c'est-à-dire lorsqu'il y a un flux, quand la marée monte, on peut arriver pratiquement à 1,20 m. Donc, pour avoir le marnage, tu fais 1,20 m moins 0,20 m. La valeur que ça te donne, c'est ça qu'on appelle le marnage. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Ça va, Adonija? Adonija, tu vois, quand vous partez vous balader, le plus souvent, quand vous partez nager, vous partez à la plage là. Il y a des heures où c'est pas trop intéressant de laisser les gens nager dans la journée parce qu'on suppose qu'on dit qu'on commence à être en haute marée, en basse marée. Ou bien vous partez, vous nagez seulement comme ça, c'est ça? Adonija, alors, Rufus. Bon, il a fermé son micro, il ne sait pas s'il y a du bruit. Donc, on va continuer, il n'y a pas de souci. Donc, merci Kone d'avoir fait la pause pour qu'il puisse savoir ce que c'est. Donc, ensuite, on a le coût. Quand c'est vert, ça veut dire que ça va à maturité, c'est vert. Intermittence, on est à jaune, c'est un peu... Ensuite, énergie des vagues à grande profondeur, limitée
si fixée au sol, grande si flottant. Donc, la profondeur, elle est limitée, elle n'est pas forte si elle est flottante, mais il faut aller à grande profondeur si elle est fixée au sol, il faudrait que la profondeur ne soit pas trop grande. C'est bon? Mais C'est bon, si c'est bon. elle est flottante, non, il n'y a pas, peu importe, elle peut être à forte profondeur, puisque c'est des câbles qui vont les fixer au sol. On a la puissance, donc il faut une puissance de vague comprise entre 15 et 75 kilowatts par mètre, une puissance des vagues. Donc ça aussi, c'est mesuré. C'est bon? Donc, c'est intéressant parce que si quelqu'un, on vous demande un travail, c'est vrai, la semaine prochaine qu'on va commencer, je vais revenir sur ce tableau-là. L'énergie du courant aussi, elle est variable. La distance à la côte par rapport au courant, elle est variable. On peut la mettre en fonction, soit près des côtes ou bien éloignée. En fait, les courants ça dépend des zones où on va déterminer le fort courant. Donc, ça peut être comme pas loin du littoral, comme un peu éloigné du littoral. En fait. Voilà. Vous allez voir, en fonction, à grande échelle, on a des cartes de courant. À grande échelle, on a des cartes de courant, on a une idée. Mais aussi, particulièrement, il faut faire des mesures pour avoir des idées précises de la force du courant dans cette zone avant de pouvoir faire tel calcul établi, quoi que ce soit. Alors, et au niveau de la vitesse du courant, on vous parle d'une vitesse qui doit être supérieure à 2,5 mètres par seconde. Donc, déjà, c'est une idée. Si quelqu'un cherche une zone, on est en train de travailler et vous avez des zones, vous cartographiez des zones. Moi, je donne mes exemples dans la thèse. J'ai essayé de mesurer, calculer le courant de surface. Et ça, c'est encore du courant de surface parce que on a dit elle est variable. Donc, si le courant de surface est fort, on peut le mettre en surface. Si c'est le courant de profondeur qui est fort, alors ce dispositif vient un peu en profondeur. Donc, j'ai essayé d'avoir les valeurs du courant de surface. Donc, ici, ça vous donne les grilles pour lesquelles vous pouvez définir, vous dire dans telle zone, on peut installer ça par rapport à tel dispositif. Parce que vous avez une zone où la vitesse du courant est à peine à 1 mètre par seconde, ou bien 0,5 mètres par seconde, vous voyez que ça ne sert à rien de prendre de l'argent pour mettre ce dispositif parce que vous n'allez pas avoir de courant d'électricité. Alors, lui, à tous les niveaux, c'est encore faible un peu, pas trop mature, le coût n'est pas trop intéressant encore. Et puis, énergie éolienne, ici, particulièrement, c'est la structure flottante, donc les grands fonds, les grandes profondeurs, à grande distance. Et puis, une vitesse de vent comprise entre 3,5 mètres par seconde et 25 mètres par seconde. Donc, si vous avez du vent faible, ce n'est pas possible. Ensuite, l'énergie thermique des mers, variable à grande profondeur, et puis différence de température supérieure à 20 degrés Celsius. Donc, vous voyez que c'est très important. Ce n'est pas partout où on peut le faire. Vous saisissez? Il faut oui, c'est clair. On a une température supérieure à 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius. Donc, tous ces éléments qu'on donne, c'est vraiment important parce que c'est ces événements qui doivent vous permettre de faire une étude dans une zone. Si on vous demande de faire une étude. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, bon, la zone là n'est pas profonde, c'est bon, on peut placer notre appareil, j'ai l'argent. Non. Il faut bien entendu une étude. Et cette étude, il y a beaucoup d'autres paramètres, hein, mais il y a ce premier paramètre qui est là, qui est la différence de température. Et puis l'énergie osmotique, il faut avoir un gradient de salinité entre eau douce. Ici, c'est vrai, on n'a pas précisé l'idéal. Il faut que le gradient de température soit élevé. C'est bon? Non, osmotique, c'est gradient de salinité. Gradient de salinité, pardon. Adonia. Monsieur. C'est quoi le gradient de salinité? Monsieur, vous dites? C'est quoi le gradient de salinité? Le gradient, là, je crois que c'est à la limite de... À la limite de quoi? En fait, il faut que la salinité évolue rapidement. C'est bon? C'est-à-dire d'où on a placé jusque de l'autre côté, la salinité doit augmenter. La salinité on ne doit pas placer dans une zone où la salinité est plus ou moins la même. C'est bon? Il faut que la différence de salinité soit, on ait une différence de salinité. On n'est pas une grande zone où c'est la même différence de salinité. Où on doit placer le truc, il faut qu'on ait une différence de salinité. Il ne faudrait pas qu'on place ça à une zone où la différence de salinité n'existe pas. Parce que le principe est
de l'eau moins saline et de l'eau plus, plus saline et de l'eau plus saline. C'est bon? Et vous voyez qu'ici... Différence de sel. Alors, je pense que moi, mon cours n'est pas trop long. On a fini cette partie-là. Demain, je pense que la prochaine séance, ça doit être le mardi et ça sera, je crois, notre dernière séance. Il ne sera pas aussi trop long que ça. C'est bon? Bien reçu, bien reçu. D'accord. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Chacun va vaquer à ses deux occupations. Et puis, on s'attrape quand? Mardi prochain. C'est quand? C'est mercredi, non, mercredi prochain. Bon, monsieur, on ne connaît pas le programme pour le moment. Oui, mais je pense que ça sera mercredi prochain. Je pense que ça va mercredi. D'accord, bien reçu. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te dire au revoir. Monsieur, vous avez donné des données dans le cours là. On va les utiliser avec un logiciel. Je ne sais pas si on doit se préparer en avance. Sur la plateforme là, j'ai mis des données là-bas. Oui, oui. Il y a des données en CSV là, c'est-à-dire vague et tu peux un peu. Oui, vous allez l'utiliser. Vague et vague. Je vais vous revenir la semaine prochaine. Ça va? D'accord. D'accord, monsieur, c'est compris. Je vais regarder si c'est d'actualité ou bien, en fait, elle est là, mais je vais regarder s'il faut changer les types de données ou bien les garder. Mais vous aurez plus d'informations la semaine prochaine quand on va finir. D'accord, monsieur, c'est compris. D'accord. Allez, merci beaucoup. Ok, merci bien. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Bon week-end.